c'est froid. Nous vivons dans un monde dans lequel tout va vite et tout s'enchaîne dans une course effrénée qui parfois nous dépasse. Notre modèle montre ses limites. La pollution, le dérèglement climatique, la pauvreté, les guerres. Et confrontés aux écrans sans cesse, nous sommes exposés à cette actualité désastreuse. Peut-être que certains parviennent à faire abstraction et sont heureux. Mais moi je suis anxieux pour les prochaines années. Je ne parviens pas à trouver de sens et ma place sur cette terre surpeuplée et surchauffée. Alors c'est décidé, du haut de mes 24 ans, je veux expérimenter la vie d'un ermite. Je vais prendre congé et me retirer dans un monde plus calme. Sûrement me confronter à la solitude et l'introspection pour connaître ses effets. Je pensais pas que ce serait si dur, putain. À travers les saisons connues, je veux tenter d'accroître mon autonomie et mon indépendance dans une quête de vie plus neutre pour l'environnement. Peut-être, si l'humain se retranche dans les bois, là serait la solution aux limites de notre civilisation. Je veux éprouver le froid hivernal, l'abondance du printemps, les chaleurs de l'été et les courtes journées de l'automne. Bref, vivre au rythme de la nature. Cette expérience, je veux qu'il en reste une trace. Je veux la partager, la retranscrire au travers de l'image. Alors voilà l'histoire d'un ermite moderne, l'histoire d'un voyage immobile, l'histoire d'un jeune qui ne trouve pas sa place au XXIe siècle. Automne 2022, début de cette aventure. J'ai enfin trouvé un terrain propice à cette expérience. Il est assez reculé de la ville, grand de plusieurs hectares, et possède de la forêt, en plus de la prairie, ce qui sera indispensable pour me chauffer et bâtir. J'oublie aussi cette rivière qui borde le cadastre. Elle me sera utile pour ma ressource vitale en eau. Pour vivre un an dans la forêt, il me faut un abri capable de me protéger des caprices de mère nature. Un abri léger et qui a un faible impact sur le lieu. Alors, j'ai choisi d'utiliser une tente tipi, conçue en toile de coton d'une surface de plus de 20 mètres carrés. Ma première mission est d'élaborer au plus vite un lieu de vie et de préparer l'arrivée des températures froides de l'hiver. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai commencé à aménager un petit peu mon espace de vie pour que je sois le plus confortable possible dans la nature. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis en train un petit peu de voir ce qui pourrait me manquer, voilà, toutes ces choses-là, de m'organiser en fait. C'est un peu pareil que lorsque l'on vient s'installer dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle maison, voilà, c'est mon nouveau lieu de vie, mon nouveau chez moi. Et je suis super heureux et trop content. Donc ce projet débute l'automne dernier, automne 2022. C'est vraiment l'excitation de se dire il faut vraiment que je prépare l'hiver, puisque je sais que l'hiver je vais avoir des conditions assez difficiles, on est en montagne, donc je peux avoir des températures négatives, de la neige, donc il faut que je me prépare, il faut que je me fasse quelque chose d'assez cocooning qui me permette de survivre en fait à cet hiver qui allait arriver. C'est trop bien, un vrai lit quoi. Donc vraiment tout l'automne c'est passé très rapidement parce que j'ai vraiment travaillé sur l'amélioration de mon confort sur le terrain, l'amélioration du confort surtout à l'intérieur du tipi dans un premier lieu, faire des meubles, voir un peu comment je pouvais me démerder pour filtrer mon eau, pour m'éclairer, toutes ces choses là pour me chauffer. Et donc c'est passé très très vite pour moi l'automne. Il
y avait encore des températures assez clémentes et puis je commence tout juste à prendre mes marques. On a une bonne énergie, un grand dynamisme en début de projet, mais là il faut quand même trouver sa petite routine. Les premiers jours de vie sauvage sont bien remplis. Il me faut impérativement constituer une réserve de bois. Alors je prélève des arbres morts sur pied dans la forêt, soit morts à cause de parasites ou soumis à une compétition trop importante avec ses voisins. Ces arbres, encore perchés verticalement, n'ont pas eu le temps de tomber au sol. Une aubaine pour trouver du bois sec lorsque tout est imprégné d'eau. Ainsi mes journées sont rythmées au fracas de ma hache et au chant de ma lame de scie. Une douce mélodie qui annonce un hiver rude. Les premiers gestes sont encore timides, mais deviendront plus précis avec l'habitude. Ici, le sport, c'est vivre. Mon corps doit se construire pour cette nouvelle vie. Des ampoules aux mains et une fatigue pesante, je peux enfin allumer un feu dans mon poêle à bois. Le bois va être mon moyen de chauffage, il va aussi me permettre de cuisiner les aliments. Mon seul compagnon pour cette température négative sera ce bloc de métal. Tout va s'organiser autour de lui. Les codes sociaux nous contraignent à garder une odeur corporelle agréable. Ici seul, il n'y a personne pour me dire que je pue, et je ne sens pas le besoin de me laver chaque jour. Cependant, il est quand même important de garder un minimum d'hygiène pour éviter certains problèmes de santé. Et on va pas se le cacher, une douche fait toujours plaisir au moral. Je suis en train d'établir une petite douche aujourd'hui. C'est mon petit objectif, j'en ai marre de puer et de sentir la crasse. Donc l'objectif c'est ici, j'ai simplement mis une petite planche sur 2 tasseaux qui me permettra d'avoir un sol assez propre et au sec pour pas mettre mes pieds nus sur la terre, parce que du coup ça me ressalira. Là j'ai une petite bassine en cuivre dans laquelle eh bien, je mettrai mes pieds et ça me fera ma petite baignoire entre guillemets, comme ça l'eau coulera dedans. Et là j'ai planté un poteau à l'aide de la baramine qui est ici. 2 fois par semaine, je fais chauffer 5 litres d'eau dans une grosse bassine. Je la transfère ensuite dans une douche extérieure. J'ai fabriqué du savon en ayant extrait la saponine du lierre grimpant, cumulée avec de la cendre de bois. Ce liquide me servira à me laver et nettoyer aussi mon linge. Ça fait vraiment du bien, ça faisait un moment que je m'étais pas douché. Ouais, ça faisait pas mal de jours que je faisais juste des petites toilettes à la rivière et je me douchais pas entièrement le corps, donc ça commençait à sentir le fennec. Franchement, ce système de douche là, c'est vraiment le top. Bon, je me suis pas douché à l'eau très très chaude, c'est de l'eau tiède. Mais ce qui est compliqué, c'est quand tu sors parce que dehors là il fait 0 degré. Vient ensuite très rapidement l'hiver, à partir de mi-novembre, fin novembre, on a déjà des températures qui commencent à descendre, les premières neiges.
Et là, je rentre vraiment dans quelque chose de dur, avec une moyenne de température à l'intérieur du tipi allant de 0 à 5 degrés. Je commence avec un poêle à bois qui n'était pas du tout fait pour mon utilisation. Donc c'est-à-dire qu'il ne chauffait pas assez, il dégageait beaucoup de fumée, donc j'avais un fort risque de m'intoxiquer. J'étais obligé d'ouvrir d'ouvrir le tipi carrément pour que ça ventile. Donc forcément je perdais toute la chaleur. Je vous jure, ce poêle là, j'en peux plus, regardez-moi ça, il fait que de fumée, il n'y a aucun tirage. Je m'intoxique avec ce poêle à la con là. On est juste ras la casquette. Il fait que de fumée. Regardez, je m'intoxique. En fait, si je ferme la porte, il n'y a aucun tirage. Mais pas de fumée. Par contre, du coup, il n'y a pas de chaleur. Et si je veux un petit peu de chaleur et que le poêle tire un minimum, je suis obligé d'ouvrir la porte comme je le fais là. Et là, toute la fumée se dégage. Donc en fait, la nuit, je suis obligé d'éteindre mon poêle, de dormir sans poêle, ce qui est complètement con. Déjà que la tente n'est pas très bien isolée. Et qu'il fait frais quoi, il fait aux alentours de 0, -5 la nuit. Donc je suis obligé de dormir par cette température là, alors que j'ai un poêle, je trouve ça quand même bête quoi. Donc là, les premiers mois d'hiver ont été très compliqués, je les ai passés un peu blottis sous une couverture en laine, et j'ai vécu 2 mois comme ça. Et puis donc au fur et à mesure de l'hiver, j'ai réussi à un petit peu aménager et me créer pas mal de confort pour que je puisse bien vivre. J'ai également acquis un nouveau poêle qui me permettait de bien me chauffer pour le coup. Et en fait vraiment c'était la routine d'aller chaque jour couper son bois pour se réchauffer, faire à manger. Avec ces journées très très courtes l'hiver où j'avais seulement, comme je suis vraiment enclavé de falaises et d'arbres, même s'il faisait beau et que le soleil était là, si j'avais 30 minutes, 1 heure de soleil réel avec les rayons de soleil qui tapaient sur mon corps, c'était énorme. Donc j'avoue que là déjà, énergétiquement et moralement, c'était très compliqué, surtout à vivre ça seul. Comment ne pas devenir fou ici? Je dois me discipliner et me trouver une routine pour ne pas rester alité, écrasé sous les températures négatives. J'avoue que fumer et boire de l'alcool me permet de mieux supporter ma condition. Je dissous mon être dans le rhum et le whisky. Vivre seul dans la nature n'est pas toujours facile. J'ai quitté le mouvement permanent des villes pour connaître un voyage immobile, un voyage intérieur. Maintenant confronté à la solitude, au vide, le temps est perceptible. J'ai trouvé la solution à la fuite du temps, le retranchement. Reste pour moi la nécessité d'occuper quelque peu ces longues journées d'hiver. Alors je crée, à travers la musique, la prise d'image, l'artisanat du cuir et du bois. Je lis aussi. Avant, je n'y arrivais pas. Je découvre que les livres sont le meilleur ami de l'homme solitaire. Il permet de garder une vie intérieure. Me voici accumuler les ouvrages. Ici, j'en ai déjà fini 5 en 2 mois, contre 8 terminés en une vie. Peut-être que je vais ajouter le livre à ma liste d'objets indispensables à posséder dans son sac de voyageur. Une grosse problématique qu'il y avait cet hiver, c'était en termes de neige. Je savais que si la neige s'accumulait, ça pouvait être dangereux pour mon tipi. Bon, j'ai encore vérifié la météo, ils annoncent vraiment une tempête de neige cette nuit. Je crois que je suis pas prêt. Bon, l'objectif c'est vraiment de se lever à intervalles réguliers pour surveiller si la neige ne s'entasse pas trop sur le tipi. Plusieurs alarmes, on va commencer à 1h du mat, ensuite 3h. On aura bien sûr la Fiesta Boom Boom qui continuera à 5h du mat, 7h30 et puis le dernier à 8h. Je crois que c'est la fin de ce projet. Voilà l'état de la tente. Il n'y a plus rien les gars, c'est tout pété là, je suis vraiment dégoûté.
Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça les gars. Vous voyez ce qui s'est passé? Heureusement, ce jour-là, 2 amis sont venus m'aider pour relever le tipi. Impossible de le faire seul, avec le poids de la neige. Je l'ai retrouvé complètement écroulé sous le poids de la neige. Et ça, j'avoue que ça a été pour moi, en gros, une deuxième étape. Ce qui a pu me faire passer sur la deuxième étape de mon aventure où je me suis dit, ok, là, tu habites dans un habitat léger. À tout moment, ton tipi peut disparaître, vraiment voilà, écrasé par un coup de vent, par une tempête, par de la neige. Donc il faut que tu profites du moment présent, il faut que tu profites de chaque jour de cette expérience, c'est important. Ces péripéties m'ont fait prendre conscience que vivre dans un habitat léger, dans un habitat sans fondation ni mur porteur, une maison de toile ne nous garantit pas une pérennité dans le temps. Mon projet peut tomber à l'eau du jour au lendemain à cause des caprices de ma nature. J'apprends donc à vivre le moment présent et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre cette expérience unique. L'eau est une ressource vitale pour notre organisme. On dit qu'en moyenne, vivre au-delà de 3 jours sans est impossible. J'ai choisi stratégiquement mon lieu de vie pour avoir accès facilement à une rivière. Quand tu as simplement un robinet actionné, tu t'en fous de consommer 10 litres d'eau pour doucher ou te laver les mains. Mais là, quand tu dois faire ce trajet-là, simplement pour aller te laver ou autre, bah, tu fais plus gaffe à l'eau. Je dois quotidiennement descendre à la rivière pour remplir mes 2 bidons de 5 litres que j'ai récupérés. J'utilise un filtre à gravité qui me permet de purifier mon eau, initialement impropre à la consommation. Je remarque très rapidement que le mode de vie que j'ai choisi me permet de réduire considérablement mes consommations. Je n'ai besoin seulement d'environ 15 litres d'eau potable par semaine, contre 1000 litres pour un Français dans notre époque. Pourtant, je n'ai pas l'impression de manquer. Étrange, non? En même temps, pourquoi utilise-t-on l'eau potable pour laver ses vêtements, pour faire la vaisselle ou pour nos sanitaires? Le froid et le silence seront demain rares, mais pour l'instant, c'est mon quotidien. D'ailleurs, cela fait déjà 3 mois que je vis ici. Mon corps s'est particulièrement adapté aux températures contraignantes de la saison. Le thermomètre indique en moyenne 5 degrés dans le tipi, mais je ne suis plus transi de froid comme au début, et je commence à enlever des couches de vêtements. J'ai d'ailleurs plus trop de difficultés à rejoindre les toilettes sèches situées au bout du terrain pour faire mon caca journalier. Elles me paraissaient si loin au début. J'ai passé ces premiers mois très seul dans la forêt. Dernièrement, quelques amis m'ont rendu visite pour partager un thé et prendre de mes nouvelles. C'est trop classe. La solitude me comble et me rend heureux. Mais parfois il me manque quelqu'un à qui partager cette joie. L'homme peut choisir de vivre seul et être heureux, mais il ne peut oublier qu'il est avant tout un être social. Alors pour l'instant, je me crée des chimères avec qui converser. La solitude m'a clairement enfermé dans une bulle personnelle où tu te parles tout seul à voix haute. Tu deviens à la fois ton pire ennemi mais aussi ton meilleur ami. En fait, le fait d'être seul dans un endroit, on vit une introspection assez terrible, assez grande, qui nous permet de se recentrer sur nous-mêmes, de réfléchir à des questions qu'on n'avait pas forcément envie de penser avant. Le peu de fois que je revoyais ma famille ou que je croisais des personnes,
j'avais du mal à communiquer avec eux, à les écouter, à tenir une discussion, parce que j'étais vraiment renfermé dans une bulle. Donc ça m'a vraiment éloigné même de mes proches, des personnes que je pouvais encore côtoyer. Après, le plus grand combat, ce n'est pas forcément la solitude, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était très indépendant, très autonome, et qui a toujours eu besoin d'une solitude pour se sentir heureux. C'est surtout mon combat contre, et je pense que c'était le plus difficile, contre la sédentarité et le fait de ne plus trop être nomade, de ne plus avoir ce mouvement qui moi me fait du bien et auquel j'ai vraiment besoin. Mais c'était vraiment un combat pour moi de me dire non, là tu sors pas, tu dois vivre en ermite là ici, tu dois éprouver cette expérience au maximum. Et ouais, ça c'était très compliqué, j'avais vraiment plusieurs fois envie de tout plaquer, de me dire là c'est bon, je prends ma moto, je vais faire un road trip, j'ai envie de voir du paysage quoi, et de plus seulement voir les mêmes arbres autour, etc. Les jours et les semaines s'écoulent. Après une période sombre où le soleil avait disparu et où l'air était saturé d'humidité, tandis que les montagnes sont encore couvertes de leur manteau neigeux, voici les beaux jours et le retour de la lumière. Un plaisir que je ne saurais décrire lorsque les premiers rayons du soleil chaud caressent mon visage. Ça y est, l'hiver est enfin passé, je l'ai fait. Vient la période que j'ai préférée en termes de facilité à vivre sur le terrain, c'est-à-dire entre février et mars, où il y a les premiers rayons du soleil qui commencent à chauffer un petit peu, les journées qui commencent légèrement à augmenter, donc, et puis en fait une température convenable, entre 10 et 15 degrés, donc pas trop froid ni trop chaud. Et puis cette énergie, le retour de la lumière, des quelques fleurs, donc de la couleur qui vraiment m'ont fait du bien. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à élaborer un potager, par exemple, pour me dire, ok, comment je vais pouvoir améliorer mon autonomie en nourriture. Et donc j'ai commencé à travailler le sol pour planter mes premiers légumes à la fin du printemps. J'ai commencé à pouvoir glaner mes premières plantes que je trouvais sur le terrain, parce que le terrain n'est pas neutre, il est très riche en plantes sauvages. Il me faut maintenant m'activer et sortir de mon état d'hibernation. Je dois travailler pour améliorer mon autonomie en nourriture. Jusqu'alors, je mangeais beaucoup d'aliments secs et des produits venant de producteurs du coin. Un potager va me permettre de cultiver des légumes. Je commence par délimiter une partie du terrain. Les notions de permaculture vont me guider dans l'élaboration de mes zones cultivables. J'ai ramené quelques épluchures, un petit peu de marc de café, de la cendre, donc mon compost, que je vais venir disperser, hein. Chaque jour je ferai ça. Ce cadre de plantation est terminé. Vous voyez que j'ai disposé vraiment une bonne couche de 20 cm d'humus. Et j'ai mis des branches par-dessus pour éviter qu'avec le vent, en fait, il y a tout qui vienne partir. Je prépare le sol en l'amendant et en apportant de la matière organique en couche pour qu'elle puisse, avant l'été, se transformer en matière minérale et nourrir mon sol. Oh, un petit lombric. Allez, c'est bien. Travaille bien, mon gros. Il est temps de planter les semis, qui donneront avec la chaleur des plants, qui feront des fleurs, puis des fruits que je mangerai. On va voir un petit peu si j'ai la main verte. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va fonctionner, qu'il fait pas encore trop frais. Surtout, c'est qu'il faut pas que ça prenne le gel une fois que c'est sorti en fait. Me voici lancé dans la fabrication d'une serre. Elle sera parfaite pour protéger mes semis des dernières gelées. Je vous avoue que, jusqu'alors, je ne sais pas du tout si je vais récolter le moindre légume, mais j'aime expérimenter. En parallèle, j'installe sur le terrain des ruches qui me permettront de produire mon miel. Les abeilles contribueront également à polliniser les fleurs de mon potager et de la forêt. C'est un insecte fragile, mais tant indispensable à l'écosystème.
Vivre dans la forêt, c'est faire partie de l'écosystème. On retrouve sa place en tant qu'animal. Se tenir seul, c'est s'ouvrir et davantage être sensible à ce qui nous entoure. Nos sens s'aiguisent, on perçoit le cri des animaux qui communiquent, les traces qu'ils laissent après leur passage. Je suis maintenant aussi bien sensible à cet insecte qui parvient difficilement à grimper sur ce brin d'herbe qu'à cet oiseau qui de là-haut surveille la vie. Et je me rends compte alors que chaque chose a son importance. Alors on va relever un petit peu ce qu'on a pu piéger avec mon piège photo là. On va voir si ça a été efficace. Les êtres qui vivent près de moi sont nombreux. Sangliers, renards, blaireaux, chouettes et chevreuils. Ils me tolèrent dans leur chez eux. En sortant du tipi, un magnifique chevreuil qui était dans le terrain, genre à 2 mètres du tipi. Un jour, je tombe même nez à nez avec un hibou grand-duc tenu mort dans l'herbe. Petite trouvaille, encore une fois, il y a pas mal de biodiversité sur le terrain. Ici, il y a un petit orvet, c'est une espèce protégée, un animal fouissant qui se nourrit de vers de terre. Donc je vais le redéplacer un petit peu plus loin pour pas l'embêter lorsque je fauche, etc. autour, mais c'est assez impressionnant. Là, il est encore assez petit, donc on va le laisser tranquille. J'ai découvert beaucoup de points positifs à rester dans un même secteur, dans un même lieu. À tel point que je me suis tellement habitué à l'énergie du milieu, aux animaux, que j'avais l'habitude de croiser certains animaux. On se donnait rendez-vous avec des chevreuils, etc. J'avais un contact avec certains arbres aussi, énergétiquement, et des sensations des fois de pouvoir communiquer avec eux, de ressentir des choses, des énergies assez impressionnantes que je n'avais jamais pu avoir avant, comme si qu'ils m'avaient accepté dans leur milieu et que moi j'avais appris à être plus sensible avec ces individus-là. Et j'ai eu une expérience par exemple avec un arbre qui est mort là récemment, en simplement 15 jours, alors que je pensais que c'était le maître des lieux, un des plus grands arbres de la forêt voisine, avec un système racinaire vraiment merveilleux. Et en fait, cet arbre est mort en 15 jours de par une maladie qu'il a eue. Et quand je suis arrivé près de l'arbre, j'ai eu des frissons et j'ai fendu en larmes, simplement. Voilà, c'est la vie. Je sais pas pourquoi ça m'affecte autant en fait. Et j'entendais certains bruits, certains craquements, donc je me suis rapproché de là, j'ai collé ma tête dessus, je l'ai enlacé. Et j'entendais comme une sorte de chant mortuaire, des craquements, comme si l'arbre voulait communiquer. Et l'odeur, et je sais pas, c'est la première fois que ça m'a fait ça, comme si j'avais perdu un de mes meilleurs amis, quoi. C'était un arbre sur lequel j'avais l'habitude de me recentrer, de venir un petit peu réfléchir, de venir me recueillir. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez puissant. Une des choses les plus puissantes que j'ai pu vivre sur ce terrain. Plus de 200 jours d'ermitage, et me voici entré dans la dernière saison à éprouver, l'été, avec ses orages aléatoires et ses chaleurs intenses. Je vais pouvoir profiter enfin de l'extérieur. Il faut fêter ça. Donc là ce que j'ai fait c'est que avec le soleil j'ai directement sorti mon panneau solaire comme d'habitude, la petite station électrique, comme ça je la recharge tout doucement, ça gagne des pourcentages pour que je puisse pouvoir continuer à recharger mes appareils, à allumer ma lumière, etc. Donc c'est plutôt cool. J'avoue avoir tout misé sur le soleil pour produire le peu d'énergie qu'il me fallait pour vivre ici. J'avais réduit au minimum mes appareils électroniques.
J'avais un ordinateur pour travailler, une enceinte portable, une frontale, ma guirlande, et un petit frigo pour conserver les aliments. J'ai donc investi dans une station électrique nomade et un panneau solaire de 110 watts. Parfois l'hiver, j'étais plongé dans le noir, seulement illuminé par quelques bougies, car les rayons du soleil étaient trop rares. Je pense vraiment ce qui a été le plus impressionnant et le plus exaltant dans cette aventure, ça a été la sensation de liberté totale. C'est de se dire que on n'a aucune contrainte, je n'ai jamais eu de montre, jamais lu l'heure. J'ai d'ailleurs acquis une grande capacité avec cette expérience à déterminer l'heure juste avec la luminosité, avec le bruit de la nature, parfois à quelques minutes près seulement. Et c'est se dire on n'a aucune contrainte, on a notre nourriture qui est là, on a juste à se baisser, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, on a l'impression d'être aussi seul au monde parce que là, je n'ai aucune vision à part les avions qui passaient, mais sur les choses. Il n'y a pas de chemin de randonnée, il n'y a pas de maison au loin, il n'y a pas de bruit de route. Donc on a l'impression d'être seul au monde et c'est cette sensation de liberté, de vivre heureux et d'avoir une sensation de bonheur assez immense. Et c'est ça que je trouve qui était le plus exaltant dans cette aventure. Est-ce que la solution pour être heureux serait de se détacher du matériel ? De ralentir la course que nous avons entamée vers la reconnaissance et l'argent, autrement de fuir en prenant congé de ses semblables. La Bruyère disait « L'homme ne fait que 3 choses. Il naît, il vit et il meurt. Il ne se sent pas naître, il redoute de mourir et il oublie de vivre. » Dans cette vie sauvage choisie, je me sens vivre, chaque heure et chaque minute. Je peux tout faire dans un endroit où il n'y a rien à faire. Le bonheur exaltant de connaître la liberté, je le souhaite à tout le monde. Tu vois ce silence, cette quiétude ? C'est ce que je ressens ici. Je ne veux jamais que cette parenthèse se ferme. Ce soir, je cherche dans ces escarbilles qui s'envolent et semblent s'entremêler aux étoiles un moyen de figer mon existence. Finalement, ce ne sera pas ce soir que je trouverai la solution. Alors un peu amoché par ma journée, je rejoins ma tanière et grave sur le papier mes quelques pensées, avant de disparaître sous mes couvertures en laine.
Connaître son environnement permet de pouvoir l'utiliser. Mes connaissances en plantes m'ont permis de subvenir à la plupart de mes besoins. La cueillette sauvage peut se faire toute l'année car des espèces se développent en toute saison. Aucune mauvaise herbe n'existe quand on vit dehors. Vivre dans la nature, c'est aussi changer son comportement, dans la façon de se nourrir. On mange seulement quand on a faim. Il m'est arrivé de ne pas ressentir le besoin de manger pendant plusieurs jours. D'ailleurs, la contemplation et la méditation permettent de nourrir le corps d'une autre façon. L'été est déjà bien avancé et mon potager s'est développé. Il me permet de compléter le glanage. Poivrons, tomates, courgettes, aubergines, pommes de terre, tous ces légumes abondent. Ça c'est vraiment trop top, une immense courgette. Ça marche vraiment bien pour le coup les courgettes sur le terrain, donc je suis plutôt content. Bien sûr, tout n'a pas fonctionné, mais lorsque les chaleurs de l'été ont brûlé les plants de la prairie, j'étais content de pouvoir avoir des légumes à cuisiner. Avec quelques condiments achetés comme de la farine, de l'huile ou encore du sel, je peux facilement constituer des repas. Et bien voilà, petit déjeuner bien sympa, juste simplement de la farine et de l'eau, ça nous fait des petits pains. On peut y mettre ce qu'on veut, aussi bien du salé que du sucré, des fois j'y mets des plantes. C'est vraiment très bon et à défaut d'avoir du pain, du coup ça permet vraiment de pouvoir se faire un petit repas sympa qui cale bien. Et c'est plutôt cool. J'avoue m'être plus dirigé vers une alimentation végétarienne, car la cueillette nécessite moins de dépenses d'énergie. D'ailleurs, la chasse et la pêche sont réglementées dans le lieu où j'ai élu domicile. Et voilà ma petite récolte de bourgeons terminaux de l'épicéa. Les bourgeons d'épicéa contiennent de la pinène, c'est ce qui va vous faire effet au niveau de votre gorge justement pour tout ce qui va être maux de gorge. En termes physiques, j'ai plutôt pris du poids parce que j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de mouvement, de bouger. Et là c'est vrai qu'en étant très sédentaire, forcément on bouge moins et j'ai pris quelques kilos donc je n'ai pas maigri ni rien, j'ai pu vraiment bien m'alimenter tout en réduisant mes repas puisque je n'avais pas besoin encore une fois d'un gros apport calorique, surtout avec le retour des beaux jours. Donc en fait je mange vraiment quand j'ai faim, je saute des repas si j'ai pas faim. C'est vraiment, on vit, on apprend à s'écouter, on apprend à vivre avec la nature, au rythme de la nature, au rythme du soleil, de la météo. Également je ne suis pas tombé malade, je ne suis presque pas tombé malade, je n'ai eu aucune période de fièvre, aucune courbature, aucun rhume, alors que les années précédentes, quand je vivais dans un mode de vie beaucoup plus commun, j'avais toujours l'habitude de tomber au moins une ou deux fois malade, une grippe, une petite, voilà, un petit rhume. Le fait de vivre seul, le fait de vivre aussi et de mettre à rude épreuve son corps, de manger sainement, d'écouter son corps, j'ai l'impression qu'il est devenu beaucoup plus résistant et donc je n'ai vraiment pas été malade. En termes de sommeil, j'ai repéré que je me suis réconcilié avec le sommeil. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas dormir plus de 3-4 heures la nuit. Et de par cette expérience, j'ai appris à dormir beaucoup plus longtemps. J'avais besoin de beaucoup de sommeil, parfois pendant des journées, des nuits entières, plusieurs heures d'affilée à devoir rester dans mon lit parce que bloqué par la température négative. Mais aussi de me lever quand vraiment j'avais envie de me lever, d'écouter mon corps, de me reposer quand j'étais fatigué. Et c'est vrai qu'au niveau du sommeil, j'ai beaucoup dormi et j'ai appris à faire des nuits beaucoup plus réparatrices. Je dors très bien dans la nature. Je me suis habitué au bruit de la nature, des oiseaux, de l'environnement autour de moi. Regardez-moi ça, ce cadre plein de miel. L'apiculture m'a beaucoup occupé mes journées durant la saison estivale.
Le miel possède de nombreuses vertus, d'ailleurs certains l'appellent l'or liquide. J'ai apprécié voir déambuler mes abeilles sur les diverses fleurs de la prairie. Ça, il est plein lui. Oh la vache, je vais en avoir pas mal. Hein. Ils sont tous comme ça. Je déroge quelque temps à mon ermitage pour pouvoir extraire le miel. La récolte est plus grosse que je ne l'aurais pensé. Plusieurs kilos pour une année, avec un climat exigeant. Cette expérience m'a également montré qu'il y avait une certaine facilité à atteindre une autonomie et que l'autonomie pouvait être atteinte facilement en fonction du taux de confort que l'on avait besoin pour vivre heureux. Moi je sais que j'ai toujours eu l'habitude de bivouaquer, de vivre avec très peu et donc pour moi j'ai pas besoin de télé, j'ai pas besoin d'énormément d'électricité, d'énormément d'eau, d'énormément de toutes ces choses-là. Je me satisfais de peu. Donc si on se satisfait de peu, l'autonomie est beaucoup plus facile. Voilà, la personne qui doit alimenter ses consoles de jeux vidéo, ses écrans plats, qui veut son bain tous les soirs, forcément, ça va être plus compliqué d'être autonome puisqu'il va falloir des quantités de ressources beaucoup plus élevées. Je pense que j'ai réussi à atteindre un petit peu mon but d'être le plus autonome possible puisque j'ai réussi à atteindre une autonomie en eau, une autonomie en électricité, en énergie, à travers mes panneaux solaires. Et on va dire que j'ai atteint 80% d'autonomie alimentaire à travers mes cueillettes, à travers ce que je pouvais glaner autour et puis c'est surtout à travers mon potager que j'ai pu élaborer qui a très bien marché. Mes abeilles aussi qui ont été une réussite où j'ai pu récolter mon miel. Je pense que cette expérience m'a fortement apporté, mais je pense que je m'en rendrai compte et j'aurai fini de ce travail-là et de savoir, j'aurais fini mon apprentissage, on va dire, lorsque j'aurais passé plusieurs mois, que j'aurais retrouvé une nouvelle vie et que je me serais dit, ok, là, ça m'a servi pour telle chose, etc. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte un petit peu pendant cette expérience, voire juste à la sortie, de ce que ça a pu totalement nous apporter. Et je pense que je le découvrirai dans les prochains mois, les prochaines années. Ma volonté au début de cette aventure était de tendre vers le minimalisme, cette philosophie de se détacher des biens qui nous encombrent pour se sentir léger et libre. Certaines tribus savaient contenir tous leurs effets dans un simple coffre. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais j'ai passé un an dans la forêt avec l'équivalent de 1800 € de matériel. J'avoue avoir beaucoup économisé sur les vêtements, de pantalons, 3 paires de chaussettes, de chemises et quelques pulls. J'ai beaucoup récupéré de matériel d'occasion, pour leur donner une seconde vie. Un objet sale ou abîmé n'est pas moche, mais simplement marqué par le temps et l'histoire. Je trouve au contraire que cela l'embellit. Le chasseur et guide sibérien Dersu Uzala disait que dans la forêt, seule chose fiable, la hache, le poil et le poignard. L'usage des outils immuables, m'ont permis de faire des économies d'énergie. Quand on a le temps, on peut se permettre de ne pas utiliser la force mécanique, mais ses bras et ses jambes. Et le temps, j'en ai eu. Au fil des jours, mes gestes se sont affinés. Je mets moins de temps pour effectuer les corvées. Mon corps s'est habitué à la vie dans les bois.
En gagnant le silence, j'ai appris que la solitude pouvait permettre de guérir certaines plaies. Je suis parvenu à penser mes blessures d'une séparation amoureuse difficile. J'ai aussi compris que se détacher d'un certain confort n'empêche pas d'être heureux. Au contraire, c'est dans la difficulté que tout nous paraît plus fort. Chaque émotion est intensifiée. Aussi que se séparer du superflu et adopter un rythme de vie plus naturel permet de gagner en autonomie et en résilience. Je sais désormais que vivre dans la nature est possible, mais qu'un habitat léger n'est pas un moyen périn de s'y sentir bien. Vivre en ermite m'a permis de me réconcilier avec la sédentarité. Je sais maintenant que l'on a tous besoin d'un endroit où on se sent chez soi, un endroit qui nous est familier. Il me reste alors à trouver cet espace qui serait ma cabane, mon cocon, mon bunker. Nous avons beau vouloir tout quitter et disparaître, les choses nous rattrapent toujours. J'ai voulu fuir la société, mais impossible. Dans le ciel, des avions, plus loin un chantier forestier, et là, les visiteurs. La société n'aime pas les ermites, et paradoxalement, elle en est aussi fascinée. Gagner la forêt peut être un moyen de montrer son mécontentement face à notre système, disparaître des dossiers, des radars et des écrans qui nous surveillent. En se retranchant, il montre que la vie est possible dans la simplicité. Le révolutionnaire paye ses impôts et son pain, l'ermite lui ne donne rien. Devenir invisible aux yeux de l'État ne serait donc pas la clé du changement ? Finalement, déplacer la foule dans le sauvage ne peut être la solution au problème écologique. La masse qui gagnerait les forêts importerait les maux qu'elle prétendait fuir en quittant la société, et nous ne ferions que déplacer la tumeur dans les poumons. La nature est vraie et sans artifice. Elle ne juge pas et vous permettra de faire toujours ressortir le meilleur de vous-même. La nature est aussi belle à chaque saison. Nous avons besoin de connaître et de ressentir avant d'aimer. Face à la splendeur du naturel, on ne peut que vouloir protéger ce qui nous entoure. Alors la vie dans les bois n'est sûrement pas une solution au problème écologique, mais elle permet de se sensibiliser. Voici venu le temps de plier mon campement et de partir. Je voulais pouvoir m'en aller sans laisser de traces, car je pense que c'est l'essence même de la vie. Baden-Powell disait « Lorsqu'on quitte un lieu, prends de soin de laisser 2 choses. Premièrement, rien. Deuxièmement, ses remerciements. » Alors, je plie le tipi et recompacte mes quelques affaires. J'ai vécu une année extraordinaire et tellement formatrice. Je sais désormais ce que je veux. Alors, un pied devant l'autre, je marche et j'avance dans ce monde si vaste.